Je m'appelle donc Pierre Etcheverry. Je suis actuellement en activité et je dirige un foyer d'adultes handicapés moteurs sur Tarnos. Je suis en vacances. Je fais partie d'ailleurs des accidentés et n'ayant pas pu assurer la journée du 26. Et je vais partir en vacances définitivement, en vacances au début d'année prochaine. Donc mon propos sera évidemment un propos généraliste, vous le verrez. Mais je voudrais, avant de le commencer, quand même ici dédier ce petit propos aux salariés qui m'ont accompagné pendant plus de 35 ans dans cette fonction de direction, et puis aussi une personne qui est ici présente et sans qui je n'aurais pas pu, durant tout au long de cette carrière, intégrer la dimension humaine dans le travail de directeur d'établissement social et médico-social. Et je souhaiterais qu'on l'applaudisse bien fort. C'est Dominique Barada qui est ici. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Si. Ce que je vais dire là est lié pour beaucoup. On aurait pu chanter à Gouriaounak ou faire un arbre-échecou, mais enfin bon, j'ai pas de talent pour le faire. Voilà, donc j'ai dirigé donc, depuis 1979 jusqu'en 1999 un foyer logement accueillant des personnes âgées sur Boucau, et puis depuis 1999 jusqu'à ce jour, un foyer d'adultes handicapés moteurs sur Tarnos. Dans le premier établissement, 80 résidents, 25 salariés. Dans le second, 70 résidents, adultes handicapés moteurs, et 70 salariés également. Je voudrais juste rappeler aussi deux choses qui sont très importantes à mon sens, et ça vous permettra de situer de quelle place je parle aussi, la place d'un directeur d'établissement social. Mais j'ai aussi, dans une vie antérieure, passé un diplôme universitaire de technologie, option hygiène et sécurité du travail. Donc j'ai toujours été un petit peu intéressé par les conditions de travail, ce qu'on appelait à l'époque les conditions matérielles et immatérielles. Aujourd'hui, les conditions immatérielles étant évidemment les risques psychosociaux dont on parle beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'étais à Paris au mois de février pour la création du réseau national des animateurs PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique à Paris, et le directeur du travail, du ministère du Travail, a annoncé, donc en début d'année dernière, que le secteur social, médico-social et santé venait de dépasser, en termes d'accidents et de maladies professionnelles, le secteur bâtiment et travaux publics. Donc c'est dire que, vous savez, on a toujours des représentations des secteurs dans lesquels on travaille, on a des représentations aussi des salariés qui travaillent dans ces institutions. Nous ne sommes pas du tout des fonctionnaires, nous sommes gérés par des associations privées à but non lucratif. Et je pense que ces points-là, dire qu'aujourd'hui, les salariés traversent des situations au travail qui sont difficiles, ça il faut le savoir, et c'est une réalité que l'on rencontre tous les jours. Alors, dans les années 92, donc j'étais directeur sur Tarnos, et alors les salariés venaient me trouver, notamment les aides-soignantes et les AMP, pour me dire, monsieur Etcheverry, nous avons des chariots de ménage, des chariots de distribution de petits déjeuners, etc. Ça ne marche pas, vous savez, c'est comme le chariot d'Intermarché, quand on pousse d'un côté, ça s'en va de l'autre. Enfin, bon, alors, il m'embêtait un petit peu avec cette histoire-là, parce qu'il me posait des questions tout simplement de conditions de travail, et comment faire rouler un chariot. Et j'avais entendu parler des roues unidirectionnelles, j'avais entendu parler des roues qui tournaient dans tous les sens, j'avais entendu parler des diamètres de roues, tout ça c'était très important, mais en fait je ne savais pas comment y prendre. Et alors en même temps que les salariés me sollicitaient sur cette question-là, je suis tombé sur la revue de la CRAMA, autrefois la CRAMA, une revue mensuelle, et je vois un petit encart avec marqué l'ARACT propose des diagnostics courts, gratuits. Alors évidemment, je suis un peu comme un Auvergnat, moi je suis basque, mais en fait quand j'ai vu gratuit, j'ai dit tiens c'est intéressant, enfin le ministère du Travail débloque de l'argent pour s'occuper des conditions de travail, et ça tombe très bien puisque moi j'ai des roues de chariot à changer, donc je vais faire revenir les gens de l'ARACT. Et donc je suis tombé, c'est comme ça que j'ai rencontré donc, Dominique Barada en 1992 pour une intervention qu'elle a donc faite sur Boucau. Et en même temps cet établissement était confronté à des problèmes de vieillissement de la population, et aussi en même temps à des problèmes de mise en conformité, extension, projet, etc. Et donc Dominique Barada est venu faire un diagnostic court. De ce diagnostic court qui a été présenté évidemment à l'ensemble des salariés, on a mis en place une formation action avec l'université de Bordeaux. Donc là, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a rapproché le monde du travail, c'est-à-dire la réalité du travail,
avec les universitaires qui eux cherchent dans leur laboratoire, donc rencontre entre la recherche et la pratique, qui me paraît très importante. Et du coup, on a fini par un programme architectural avec restructuration, extension, qui a coûté quand même 20 millions de francs à l'époque, avec 1 500 000 francs à l'époque, je parle puisque c'était 1992, d'investissement. Donc si un jour vous croisez Dominique Barada, faites attention de ce que vous allez lui demander, parce que quand vous démarrez avec des petites roues, vous pouvez finir sur des grands projets. Et tu n'as pas changé les roues. Et je n'ai pas changé les roues. Du coup, je n'ai pas changé les roues, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'autres choses à faire. Dans ma deuxième fonction de direction, et je passe de Boucau à Tarnos sur le foyer d'adulte handicapé moteur, dès que j'ai pris la direction de l'établissement, connaissant le travail avec l'ARAT et puis avec le laboratoire d'ergonomie, dont je reviendrai tout à l'heure, j'ai immédiatement mis en place, aussi avec le concours de Dominique Barada et du laboratoire d'ergonomie des systèmes complexes de l'Université de Bordeaux, une analyse sur les conditions de travail et sur la situation de travail de l'établissement dont je prenais la direction, et établissement pour lequel je n'avais pas du tout participé à cette conception architecturale. On parlait de la dictature des murs, je peux vous dire que je partage complètement cette difficulté qu'on peut rencontrer dans les organisations de travail. Voilà, donc voilà pour, je dirais, le parcours professionnel, et puis pour vous situer un petit peu l'histoire de mon intervention sur 35 ans de direction. Alors, à la suite de la rencontre du diagnostic court avec Dominique Barada, donc le LESC de Bordeaux m'a proposé une formation, et nous avons sur Boucau, comme ensuite sur Tarnos, formé un groupe à Boucau de 5 salariés, à Tarnos de 8 salariés pour des questions de moyens. Et cette formation, qui a duré à peu près 2 ans sur Boucau, mais à raison d'une journée par mois, a été financée à l'époque par un engagement de développement de la formation avec la GEFOS, et a permis de constituer donc ce groupe ergonomie et poursuivre une formation liée à la réflexion sur les conditions de travail. Alors, le contenu de la formation en 2 mots, je ne vais pas m'y étendre, mais c'est très important de savoir que les salariés, ce groupe de salariés a été formé à la lecture de plans, a été formé à la physiologie de l'homme, tout simplement, de l'homme au travail, a été formé à aussi les questions de rythme, les rythmes que nous avons tous, les uns et les autres, dans les entreprises, et puis même au niveau quotidien. Et puis a été formé aussi, ça a été dit tout à l'heure, à quelque chose qui est extrêmement important dans la conception architecturale en amont, c'est la question de la réalité du travail, c'est-à-dire ce que les ergonomes appellent plutôt l'activité. Je vais juste faire un petit propos, vous allez comprendre ce que veut dire, quelle différence il y a entre activité réelle et puis le travail qu'on imagine. Vous prenez un travail prescrit, par exemple, vous prenez 3 équipes de 5 salariés, vous leur demandez de déplacer 10 sacs de sable du point A au point B, vous leur donnez 1 heure de temps de travail pour le faire. Vous commandez ce travail, vous observez 1 heure après qu'effectivement le travail il est fait et vous êtes content. Et on imagine qu'effectivement le travail ça se passe comme ça. Or le travail ça ne se passe pas comme ça. Et effectivement lorsqu'on regarde de plus près et qu'on observe comment les salariés vont s'organiser dans cette tâche de travail, eh bien on va se rendre compte qu'en fonction des critères physiologiques des uns, de l'organisation du travail, du matériel, etc., ils vont s'y prendre de manière différente les uns et les autres. Ils vont donc adapter l'organisation du travail à des situations qu'on ne connaît pas et qu'on n'imagine pas si on n'observe pas la réalité du travail. Donc c'est à partir de cette réalité du travail qu'on va définir effectivement des espaces de travail, des conditions de travail. Ça me paraît être le minimum comment dire, pour rendre compte de la réalité des situations. Et puis deuxième point, on va observer sans doute aussi peut-être des problèmes de santé au bout d'1 heure quand les salariés auront effectivement réalisé leur travail. Ce qui est très important, c'est que lorsqu'on travaille en amont et lorsqu'on fait l'observation, on peut effectivement imaginer l'intervention d'emblée, donc aussi en amont, sur les conditions de travail. Donc éviter des accidents du travail, éviter, vous le savez, des TMS, des lumbagos, etc., etc. Donc l'apprentissage, la formation sur l'analyse du travail avec une technique sur l'observation des binômes, etc., c'est très important. Ensuite, il y a eu dans le contenu de la formation aussi des analyses par rapport justement, des analyses sur plan, par rapport à l'activité réelle, c'est-à-dire comment on peut imaginer
des accès facilités dans une entreprise, quelles sont les priorités entre tel service et tel service, où doit-on mettre le service administratif par rapport au service d'entretien, etc., etc., par aussi des techniques qui ont permis à ces salariés d'être formés, je dirais, avoir une formation à l'ergonomie. La formation, d'emblée, et aussi bien à Boucau qu'à Tarnos, moi j'ai demandé qu'elle vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est que ces salariés devaient travailler pour m'aider à réaliser les gros investissements matériels. Les véhicules, les chariots, les lits malades, dans les chariots et les roues, etc. Les lits, les lèvres malades, etc. Les lits médicalisés et autres. Alors, pourquoi c'est important cette intervention sur les investissements? Parce que d'habitude, je prends un exemple très simple, si on a besoin d'acheter un véhicule de 8 places pour transporter des personnes, ben qu'est-ce qu'on fait? On appelle, je sais pas, Renault, Peugeot, sans faire de publicité, Mercedes, je sais pas qui, on appelle le fournisseur, il vient, il nous fait 3 propositions, on prend en général la mieux disante, souvent la moins disante, et puis on met le véhicule sur le service, et puis terminé, et puis voilà, bon, les gens savent conduire, ils savent se servir, le haillon, élévateur, etc. Débrouillez-vous. Idem pour les lits médicalisés, idem pour les personnes, etc. Et on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes sur ces investissements. Et c'est plutôt beaucoup plus avantageux de mettre les salariés au travail sur la réalité et le besoin vraiment réel d'utilisation du véhicule. Alors, l'exemple, je le donnerai tout à l'heure, mais ça permet, si vous voulez, aux salariés de construire, au groupe, de construire un cahier des charges qu'il me remettait à moi, effectivement, et ensuite, avec ce cahier des charges, moi, j'allais trouver les fournisseurs, et en leur disant, avant de me proposer tout produit, vous allez d'abord prendre ces cahiers des charges, et vous allez répondre au plus près de tout le détail du cahier des charges sur le produit que vous allez nous proposer. Et vous allez bien sûr nous expliquer, quand vous ne pouvez pas répondre à telle partie du cahier des charges, vous nous expliquez pourquoi, etc., etc. Donc on voit bien le travail inverse qui est fait, c'est-à-dire qu'on n'a plus un fournisseur, on parlait tout à l'heure des fournisseurs, on n'a plus un fournisseur qui vient nous imposer un matériel, mais on va, par l'intervention des salariés formés, on va avoir une action en amont et qui a des conséquences sur les conditions de travail, évidemment sur les investissements du matériel. Je leur ai demandé un deuxième point. Vous avez compris qu'on accueillait des personnes âgées et puis des personnes handicapées, et que la particularité de cette activité professionnelle, c'est qu'elle se situe dans un espace privé, c'est-à-dire que les personnels, les aides-soignants, les infirmières, etc., interviennent dans la sphère privée, dans le lieu privé, dans l'espace de la personne. Et c'est donc un problème un petit peu compliqué à gérer en termes d'intervention. Et puis, la question, c'est qui vient entrechoquer à un moment donné la rencontre entre la personne âgée ou la personne handicapée et le professionnel, c'est effectivement le compromis qu'il faut faire entre l'aménagement du studio qui est possible pour la personne et qui est souhaitable, et en même temps la possibilité de conditions de travail acceptables pour les salariés. Je prends un exemple très simple. Vous avez des familles, par exemple, qui installaient des personnes âgées ou des personnes handicapées avec le salon, le fauteuil, le machin, etc., qui ne servaient absolument à rien. Mais en fait, c'était très important parce que ça avait une valeur affective dans la famille, sauf que les personnels ne pouvaient pas se mouvoir autour du lit, ne pouvaient pas mettre des chariots, ne pouvaient pas passer... Bon, les conditions de travail étaient donc très compromises, effectivement, à ce niveau. Donc, nous avons intégré avec cette formation-là aussi des analyses sur les espaces de vie et de travail dans les studios des résidents, auprès des personnes elles-mêmes. Et nous avons, chose assez exceptionnelle sur ce type d'établissement, nous avons intégré dans le règlement de fonctionnement la possibilité, notamment à Tarnos, il est indiqué que les personnes qui prendraient le logement à Tarnos pouvaient disposer de l'appartement et l'aménager avec le concours du groupe ergonomie de l'établissement permettant de pouvoir régler aussi les problèmes de conditions de travail. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit que déjà on a un accès sur la clientèle par rapport en amont aux conditions de travail, et en général ça se passe plutôt bien. Le dernier point, il reste 5 minutes, c'est ça. Bon, le dernier point, c'est le projet architectural, c'est qu'effectivement, dans les 2 établissements, nous avons mis en place un projet architectural sur Boucau, donc je le disais, 2 ans de travaux et 20 millions de francs. Sur Tarnos,
le projet va démarrer, le permis de construire va être déposé maintenant, juste quand je vais partir à la retraite. C'est une affaire qui va coûter 9 millions d'euros. Il va y avoir une extension, redéfinition des espaces, etc. Donc je prendrai quelques exemples significatifs des effets de la prise en compte du travail par un groupe ergonomie dans le cadre de la conception architecturale, et notamment un exemple très typique, le petit exemple que vous signaliez tout à l'heure. Lors d'une rencontre à Boucau, à la maison de retraite, nous étions en train de discuter de l'espace restaurant, et nous avions prévu, dans le cahier des charges, les salariés avaient prévu une salle de restaurant, 240 mètres carrés, sans obstacle ni rien, parce qu'il fallait que les personnels puissent amener les personnes âgées en fauteuil, etc. Et au regard du vieillissement, il fallait absolument qu'on ait des espaces. Et lorsque l'architecte est venu discuter en groupe projet avec nous, quand il nous a fait la présentation de la salle de restaurant, à un moment donné, le cuisinier qui était là, il a dit à l'architecte, mais dites, je vois 2 petits ronds là au milieu de la salle de restaurant, là, qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que c'est des poteaux, ça. Alors l'architecte un peu vexé, parce que vous savez, je ne sais pas s'il y a des architectes ici, mais les architectes n'aiment pas trop en général dans des configurations comme celle-là, qui sont un petit peu originales, qu'un salarié, pensez donc un cuisinier qui vient dire à un architecte qu'effectivement ils avaient demandé dans un cahier des charges de ne pas mettre des poteaux. Alors, il a répondu, écoutez, c'est un problème technique, je ne peux pas faire autrement. Le cuisinier lui a dit, c'est drôle, je viens de passer le pont de l'île de Ré, j'ai vu des portées de 300 mètres, je suis étonné qu'on ne puisse pas faire 10 mètres sur 14, enfin ça me paraît étonnant. Et puis je pense qu'il y a aussi des espaces sur lesquels, par loin de chez moi, on peut... Donc un administrateur était là, il a dit, écoutez, il a dit à l'architecte, faites-nous des propositions financières et techniques. Et puis tout d'un coup, l'architecte a pris un blanco, il a mis 2 coups de blanc sur les 2 rangs, et on n'avait plus les poteaux. Alors c'est une petite anecdote qui vaut son pesant d'or, parce que ça veut dire que cet établissement aujourd'hui, qui fonctionne maintenant depuis 1994 qu'on a fait les travaux, dans la salle de restaurant, il n'y a pas de poteaux. Donc les personnels ne s'embêtent pas, ni les résidents, à tourner autour des poteaux, etc. Donc entre ce que effectivement vous disiez tout à l'heure sur la connaissance réelle du travail et l'architecture, il y a quand même des problèmes. Le deuxième exemple significatif, c'est sur Tarnos, il y a 3 ou 4 ans, quand il a fallu renouveler, je vous parlais tout à l'heure des véhicules, eh bien, nous étions donc prêts à renouveler un véhicule de 8 places, grosso modo équipé avec des haillons, etc. C'est une affaire qui coûte 60 000 euros. Et lorsque j'ai confié au groupe Ergonomie de me faire une analyse sur le type de véhicule dont on avait besoin, 15 jours après, ils sont venus me dire, monsieur Cheverry, c'est pas un véhicule de 8 places qu'il nous faut, mais c'est un véhicule de 3 places. Je lui ai dit, attendez, moi j'ai prévu d'investissement pour renouveler le véhicule, j'ai l'argent, vous n'allez pas m'embêter, pourquoi 3 places? Et ils m'ont expliqué, ils ont fait une analyse sur le terrain, donc ils ont allé trouver les salariés en disant, quand vous prenez ce véhicule, où c'est que vous en servez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, et puis ils ont pris le cahier des véhicules, et ils se sont rendus compte qu'en faisant une analyse, 75% des trajets se faisaient de Tarnos à Bayonne pour une ou 2 personnes. Rendez-vous médicaux, rendez-vous à la bibliothèque, rendez-vous, etc., etc. Et les personnels râlaient parce qu'ils partaient avec un gros bus de 8 places, alors qu'un véhicule de 3 places suffisait. Bon, on a économisé 30 000 euros d'investissement. On a acheté un véhicule qui correspondait à l'activité réelle des salariés sur cette organisation. On a mis en place sur Tarnos, ça peut se visiter d'ailleurs actuellement, à l'initiative du groupe Ergonomie, et ça c'est très intéressant, en amont, un studio pilote, c'est-à-dire que nous avons mobilisé un appartement d'hébergement temporaire, et le groupe Ergonomie a, à partir d'une analyse évidemment du travail et de leur formation, on a construit un studio, entre guillemets, un studio idéal, mais qui ne l'est pas. Parce que même quand on construit des choses, elles sont, au bout du compte, tout n'est pas parfait, évidemment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous avons fait un cahier des charges spécifique pour ce studio que nous avons remis à l'architecte. C'est-à-dire que l'architecte, eh bien, il va savoir que dans cet établissement, eh bien, les salariés ont travaillé, et il le sait, ont travaillé pour éventuellement concevoir un espace de vie et de travail qui lui semble être tout à fait en adéquation avec l'activité réelle du travail. Et pour terminer, je l'ai ici, parce que ce sont des documents qu'éventuellement je pourrais faire circuler, puisqu'on a fait aussi un schéma directeur, mais je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Voilà ici, par exemple, le projet d'extension qui a été fait par les salariés. Ce projet d'extension sur le programme architectural, l'office d'HLM, qui est propriétaire des lieux, n'a pas souhaité prendre en compte ce projet
ce projet fait par les salariés, parce qu'il estimait que nous n'étions pas compétents, donc il a fait venir un programmiste de Toulouse, dont je tairai le nom, qui a fait un remarquable travail d'ailleurs. Pendant une semaine, donc un architecte et un ergonome sont venus sur l'établissement et ont fait un projet, un pré-programme. Alors, pré-programme financier et technique, là-dessus, c'est vrai que nous ne sommes pas du tout compétents en la matière. Mais ils ont fait un pré-programme fonctionnel qui est exactement la copie conforme de ce qu'on a fait. Donc on a montré après donc, aux propriétaires, on leur dit, vous savez, vous auriez pu éviter la partie fonctionnelle parce que les salariés ont effectivement, à partir de leur connaissance réelle du travail, fait un travail absolument remarquable puisque le projet est exactement similaire à l'étude qui a été faite par l'organisme. Je terminerai en guise de conclusion, si vous voulez, l'intérêt de la participation en amont des salariés et cette forme que moi j'ai utilisée donc grâce à l'ARACT au départ et au service du laboratoire d'ergonomie des systèmes complexes de Bordeaux, et notamment Christian Martin qui a été l'enseignant-chercheur qui nous a suivis dans ces projets. Eh bien, de travailler de cette manière-là, ça permet, c'est d'abord une aide à la décision pour le directeur ou pour celui qui va prendre la décision d'investissement ou va à un moment donné faire des choix. C'est ensuite, c'est sûr et c'est évident, une participation, une implication effective des salariés. Vous parliez tout à l'heure de la participation. Évidemment, si on demande aux salariés qu'est-ce que vous voulez, et puis vous inquiétez pas, on va y répondre. C'est exactement comme le politique qui va faire un marché le samedi matin et qui vous dit vous inquiétez pas, tout ce que vous allez me demander, mettez le bulletin de vote, je vais vous le... C'est pas ça. Là, on a une implication parce que les salariés sont formés, sont intéressés et participent à la construction de leur propre espace de travail et des investissements. C'est un confort de travail considérable pour le directeur puisque du coup, le directeur n'a pas à faire ce travail-là, puisque moi je suis complètement incompétent dans la matière, évidemment, vous l'avez compris. Le directeur, on ne sait pas tout faire, on ne sait même pas faire grand-chose en général. C'est évidemment une amélioration des conditions de travail. Juste un petit chiffre quand même. Ce travail-là a permis derrière naturellement, je dirais, de former 3 animateurs PRAP, évidemment, en relation avec, et c'est des gens qui ont suivi la formation en ergonomie. En 2012, nous avons baissé de 25% les accidents du travail. Alors, c'est des accidents bénins, on déclare environ 20 accidents de travail bénins dans l'année. Mais ce sont des accidents bénins, c'est pas pour autant que ce pas des accidents qui sont embêtants, parce que même une petite douleur du dos, c'est bénin a priori sur le papier. En réalité, pour le salarié, c'est pas bénin, et surtout quand ça doit se répéter pendant 20, 30 et 40 ans sans doute à venir. Donc on a intérêt à faire attention à ça. 25%. Alors, c'est pas chiffré ça, mais 25% de moins d'accidents de travail, c'est bien pour tout le monde, pour le salarié, pour l'entreprise, pour la Sécu, pour tout le monde. Je confirme personnellement que le climat social est plus apaisé et plus normalisé. On a des revendications qui sont des revendications appuyées aujourd'hui sur des analyses réelles du travail. Bon, je ne parle pas d'augmentation des salaires, ça c'est autre chose, il y a des syndicats pour ça, il n'y a pas de problème. Mais je dirais que dans les tracasseries quotidiennes, si vous voulez, des réclamations du personnel, aujourd'hui, quand on a un problème, tout simplement, on a un réflexe, c'est-à-dire, bon, attendez, on a des gens qui sont formés, c'est quoi le problème? On va mettre du temps un petit peu, on va mettre les moyens pour l'analyser et trouver des solutions. C'est évidemment un savoir interne, un savoir-faire interne, et les salariés, je pense que la fonction apprenante d'une entreprise me paraît essentielle, et notamment les salariés ont le sentiment d'apprendre sur eux, mais d'apprendre sur le travail, sur l'organisation. Puis je dirais quand même que malgré tout ça, il faut quand même aussi pointer que c'est pas pour autant que les salariés sont des ergonomes ou des architectes, pas du tout. On a une limite dans les compétences, et effectivement, quand les choses sont un petit peu compliquées techniquement, eh bien, on va faire appel évidemment à des experts externes. Cela n'empêche pas que les salariés sont capables d'analyser leur situation de travail et de faire des propositions, en sachant que c'est toujours le directeur qui décide quand même, s'il est là pour ça, mais que pour autant, ils ont des limites de compétences. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le temps m'est imparti. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. D'accord, Robin, merci pour ce témoignage très complet. Est-ce qu'il y a des questions? C'est toujours un peu difficile la première.